rabais. Donc vous voyez, quand un gouvernement en arrive à ce type de, j'allais dire, des mesures de désespoir, ça veut dire que les solutions sont plombées. Un gouvernement qui a des solutions, j'allais dire, pérennes, pour des questions aussi fondamentales, aussi aiguës, ne demande pas des ménagères en Vogada, en Vogbi, en Dorbon, de s'associer pour aller au marché ensemble. Le seul fait de faire ce type de proposition-là, et de le faire en tant que membre du gouvernement, c'est-à-dire ayant l'impérium, l'autorité gouvernementale nécessaire pour le faire, signifie que les options qui sont sur la table du gouvernement sont limitées. Et c'est très douloureux de le penser. Maintenant, vous avez posé une deuxième question, sauf si j'ai. Non, non, vous avez répondu. C'est la question, hein? Tout à fait. Ok, d'accord. Alors, Alain Bougou, dites-nous, aujourd'hui, vous savez, il y a l'indépendance du Cameroun vis-à-vis des puissances de la métropole. Apollinaire Ducos relevait tout à l'heure que nous continuons justement à importer des produits de l'Inde, de la Thaïlande, du Vietnam, entre autres. Est-ce qu'aujourd'hui, cette politique économique extra-déterminée n'endommage pas le fonctionnement des secteurs économiques camerounais? Oui, disons qu'il y a quand même une analyse fondamentale et première à faire par rapport à ces éléments. Si vous prenez par exemple sur le riz, n'est-ce pas, l'Inde est leader en termes de production avec certains pays, 4 à 5 pays qui sont à plus de 90% de production, 5 pays pour 150 pays dans le monde. Ce qui veut dire qu'en fait, la situation indépendante n'est pas l'apanage de certains pays. Ça dépend des produits. Et même, vous pouvez avoir certaines conditions, certains critères pour produire du riz. Mais vous vous rendez compte à la fin que le coût auquel vous produisez le riz, il est plus efficace économiquement pour vous d'acheter à l'extérieur. C'est-à-dire que la décision produire ou acheter a d'autres contraintes. Bon, je ne sais pas lesquels éléments ont été pris au niveau du gouvernement. Ces indicateurs, ces contraintes, ces éléments d'analyse. Mais je dis au plan de la théorie pure, vous pouvez choisir de produire par vous-même ou alors choisir d'acheter lorsque c'est économiquement plus efficace. Voilà. Et maintenant, vous ne pouvez pas être autosuffisant. C'est-à-dire que quand vous allez faire une action sur le riz, c'est les mêmes ressources humaines, c'est les mêmes ressources financières, c'est les mêmes ressources matérielles. Il y aura juste un transfert de ressources. C'est-à-dire qu'il faut donc s'attendre à abandonner certaines activités, certaines productions pour être à 100% riz. Oui. Donc il y a ces analyses. Bon, il y a même aussi l'approche culturelle, parce qu'en fait, le riz, dans l'histoire des peuplements, de la consommation des peuples au Cameroun, est assez récente, voire même post-coloniale. Donc en fait, on nous a appris à manger du riz. Et on nous a conditionné, c'est devenu notre premier aliment. Ce n'est pas un aliment qui est dans notre histoire. Et donc même culturellement, même c'est des éléments qui peuvent se combattre, c'est-à-dire que ramener culturellement par de la sensibilisation des gens à consommer ce qui est produit localement. Vous comprenez? Absolument. Donc ce sont des approches, je ne sais pas, la question c'était encore sur... La question c'était un rapport avec l'indépendance du Cameroun vis-à-vis des puissances de la métropole. Oui, bon, au niveau, ça c'est... comment dirais-je, c'est un peu le sens de l'histoire, c'est-à-dire que bon, il faut prendre conscience, n'est-ce pas, de la situation et commencer à évoluer. Bon, je ne vais pas prendre le cas sur certains pays dans l'histoire récente de l'Afrique, notamment de l'Afrique occidentale. Mais on a vu des éléments, vous avez vu d'abord les accords qui ont été dénoncés par le Mali, quand vous lisez le contenu. Vous avez vu la convention fiscale franco-burkinabé, et ça a été dénoncé avec des axes lus par beaucoup d'experts internationaux. Et quand on pense qu'il y a aussi une convention fiscale camerouno-française, qui est même publique, et qui est presque une copie de ces deux documents-là, parce qu'ils sont arrivés à estimer les marges qui existent par rapport à ça. Vous prenez la dépendance au niveau de la monnaie et du compte d'opération. Il y a des estimations qui ont été faites. Hein? Si c'est un pays qui décide de battre votre monnaie, qui bat votre monnaie, c'est autre chose. Où vous faites des réserves d'échange obligatoires de l'ordre de 65 à 70%, c'est-à-dire que de vos ressources que vous gagnez, alors vous ne pouvez en utiliser que 30 à 35, ce n'est pas évident. Vous avez, même au niveau, quand on parle de la politique monétaire, hein, au niveau, bon, on n'a pas de banque centrale. Et donc, la banque centrale est un instrument qui à la disposition des gouvernements pour mener une politique monétaire, pour ajuster
Aujourd'hui, par exemple, les financements directs en faveur des États sont nuls par la BEAC. Il faut passer au marché, donc avec des coûts, avec des modalités élevées. Le marché monétaire lui-même a des niveaux de maturité assez faibles, avec que deux instruments. Les autres, les BTA, obligations de trésor assimilables, bons de trésor assimilables, qui sont du très court terme. Et donc, s'il faut aller chercher un autre niveau de ressources, il faut aller au niveau sous-régional, où vous avez le marché financier, lui-même avait déjà des taux de rémunération qui s'élèvent. Je veux vous dire que, par exemple, de 2021 à 2023, on est passé d'un taux d'emprunt de 2% à 4,67. Donc, ça fait que les instruments, nous sommes, avec cette dépendance, notamment pour celle qui est de l'Afrique francophone, sont comme quelqu'un qui a mal aux jambes, à qui on donne 2 béquilles et qui ne peut se servir que d'une béquille. C'est-à-dire qu'on doit voir à côté de la politique monétaire, à côté des instruments monétaires, la politique financière, les instruments financiers. Mais nous ne pouvons faire usage en l'organisation actuelle que des instruments financiers. Donc je crois qu'il y a quand même, malgré la nécessité de rester dans un bloc économique comme la CEMAC, la nécessité de s'affranchir, n'est-ce pas, de certaines contraintes telles que celle-là. Et peut-être dans le choix maintenant des investissements directs étrangers que nous avons aussi, on doit avoir une forte part sur le transfert de technologies. On a été surpris, ou on a appris qu'au niveau, par exemple, il y a une disposition nationale qui dit qu'on doit faire recours à l'expertise étrangère qu'en l'absence d'expertise nationale. Et on est surpris quand même par le volume, avec toutes les grandes écoles que nous avons ici et que nos enfants font autre part, même dans le management des grandes structures, encore un nombre élevé d'expats. Où je crois qu'il y a quelques années, il y a un même qui présidait le JICA. Vous voyez que vraiment, ce n'est que du management, ce n'est pas quelque chose de technique pour dire qu'il s'agit peut-être de la recherche en chimie inorganique où on n'aurait pas, il s'agit du management, de la gestion, ce qui sont quand même des instruments à la portée d'un grand monde. Donc je crois qu'il y a ça, il y a donc cette obligation de transfert de technologie que nous devons voir dans nos projets d'investissement, y compris les PPP, et également au niveau stratégique, vraiment sortir, n'est-ce pas, des accords, des instruments historiques. Et quand vous prenez même aujourd'hui au niveau de l'OMC, l'OMC a la clause de la nation la plus favorisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les pays qui doivent investir au Cameroun, il y a en fonction d'une convention fiscale ou d'un accord comme les APE avec l'Union européenne, ça c'est encore un autre débat. Vous avez des accords privilégiés que vous avez donnés à quelqu'un. Tout le monde de l'OMC a droit à cette disposition-là. Et ça se ressent aujourd'hui, n'est-ce pas? Avec, nous sommes peut-être au 8e démantèlement, c'est-à-dire que le dernier, on a tout démantelé. Et ça vous donne, quand vous prenez au niveau des recettes publiques, les administrations qui font les recettes publiques, vous voyez de manière continue, inexorable, la baisse, n'est-ce pas, de la direction générale des douanes en termes de poids dans les recettes. C'est-à-dire que la fiscalité de port, tout ce qui sort là, il n'y a plus grand-chose. Donc, voilà un peu. Vous avez relevé tout à l'heure la politique monétaire. Vous savez, il y a beaucoup de de lecture qui ont fait l'objet d'intérêt dans ce segment-là depuis des années, que ce soit les études faites par Tundan Puemi, Hubert Kamgan ou encore Dieudonné Sombavel, la monnaie binaire, et tout récemment encore c'est Olivier Billet qui s'y intéressait. Quelle est l'orientation de la politique monétaire qui devrait davantage permettre au Cameroun de pouvoir sortir justement de ce marasme économique, au-delà des grilles de lecture qui ont été justement produites par les précurseurs et les contemporains? Disons que le premier élément, c'est d'abord de sortir du franc CFA, de ces contraintes-là. Et par rapport à la littérature que vous évoquiez, parce que moi j'ai une plus récente, vous avez vu au niveau européen, les chefs de gouvernement italiens, le ministre et le vice-premier ministre italien, oui, qui a sorti les données avec ce que le poids comment on appelle ça, de l'exploitation qui continue et qui a même justifié les migrations vers l'Europe par ces éléments-là. Si vous prenez le poids, prenez
bon, aujourd'hui on a le Niger sur la table. Vous prenez le Niger, on vous dit que le Niger, avec 5% de sa production, 5% pourrait être entièrement éclairé. Mais le Niger porte l'électricité du Nigeria, pendant que l'électricité nigérien éclaire d'autres pays. Vous prenez par exemple sur un certain nombre de domaines. Quand vous prenez par exemple, on va vous dire Eneo, tout ça, hein, avec son ancêtre, la grille tarifaire. Vous prenez les prix auxquels certains acteurs achètent, bon, je ne sais pas si cette clause continue, acheter l'électricité par rapport aux citoyens camerounais, par rapport aux autres entreprises. Quand vous prenez la convention fiscale, il y a le principe de non-double imposition. C'est-à-dire que pour les pays qui sont concernés, notamment la France, par la non-double imposition, tous les bénéfices réalisés au Cameroun par les entreprises françaises ne sont pas taxés au Cameroun. Parce qu'en contrepartie, tous les bénéfices d'entreprises camerounaises en France ne sont pas taxés en France. Vous comparez, vous extrapolez sur 1960, vous installez sur le poids de ces pays, il est vrai que ça baisse sur la formation du produit intérieur brut, vous êtes sur des chiffres immenses. Vous êtes sur des chiffres immenses. Maintenant, aujourd'hui, avec l'OMC, avec la nation la plus favorisée, ce sont des avantages que vous êtes obligés de concéder à tout le monde. Donc, vous vous retrouvez dans une situation, et c'est vraiment cet effort-là d'indépendance économique, d'indépendance monétaire qui doit se faire. Quand vous avez, au niveau, par exemple, même au niveau de la BEAC, malgré les blocages, vous avez un pays qui a la minorité de blocage. C'est-à-dire que, forcément, quand on a une minorité de blocage, même si on a 20%, c'est sa décision qui est prise. Parce que si vous n'êtes pas d'accord, ça ne passe pas. Donc, c'est votre décision qui s'applique. Vous comprenez donc que et nous sommes, il y a également ça, il y a même l'arrimage monétaire, Oui. où aujourd'hui, vous prenez seulement sur le service de la dette. Quand vous avez une dette, notamment, vous êtes adossé sur l'euro. Vous avez, lorsque l'euro bouge, ça modifie les montants de l'intérapie. Et maintenant, eux, ils font fluctuer leur monnaie par rapport à leur économie. Nous, il y a des moments où notre économie a besoin d'une certaine stabilité par rapport au dollar. Pendant que l'économie européenne a besoin de baisser par rapport au dollar. Nous, on doit rester stable, ou alors on doit même augmenter. Maintenant, quand l'Europe, eux, ils doivent baisser, ils baissent le truc, et nous, mécaniquement, comme on est arrimé, on baisse aussi. Oui. Alors que notre intérêt était de se maintenir à ce niveau-là pendant cette période, parce qu'on est décision conjoncturelle. C'est-à-dire on réagit par rapport à l'événement. Donc nous, notre ajustement, on ne peut pas faire nos propres ajustements. Nous subissons l'ajustement de quelqu'un par rapport à son économie. Vous voyez, ce sont des éléments. Il est vrai que même quand on a sa propre monnaie, on doit être arrimé, mais aujourd'hui les arrimements se font par rapport à un panier de monnaie, de manière à ce que de manière relative, personne ne pèse plus de 60% dans vos décisions. Et donc vous avez un panier de monnaie, un peu comme le Naira, qui va dans ce sens. Maintenant, s'agissant peut-être des monnaies, de la monnaie binaire, il est vrai qu'elle demande une organe. Bon, il y a des modèles de réussite qui ont eu, par exemple, la Libye. Oui. Il y a la Libye, il y a même la Guinée qui fonctionne un peu avec sa monnaie étant comme une monnaie interne, puisqu'ils sont les seuls à avoir cette monnaie-là qui ne sort pas en Afrique de l'Ouest. Ça ne sort pas du pays. Donc la monnaie binaire est une monnaie, c'est un système qui consiste à avoir, ayant cours légal dans un pays, deux monnaies. Une monnaie qui est spécialisée dans la consommation interne et une monnaie qui va pour la consommation extérieure et les échanges internationaux. Et il y a beaucoup d'avantages. Les inconvénients sont aussi majeurs et à prendre en compte. Notamment en ce qui nous concerne, nous sommes dans une zone monétaire. Je ne pense pas qu'il faille revenir là-dessus. Donc la monnaie et les échanges au niveau entre la porosité des frontières au plan économique et au plan de l'échange des marchandises fait qu'une monnaie binaire va être très difficile à implémenter et à mettre en œuvre, notamment avec aussi nous sommes en contact avec deux zones économiques totalement distinctes, oui. puisque bon, vous avez de l'autre côté
le Nigeria qui est un grand partenaire, et de l'autre côté les autres pays de l'Afrique centrale, où il y a de nombreux échanges. Il faut encore pouvoir structurer, organiser tout ça, et des éléments liés au commerce informel, qui peut-être n'entrent pas dans les finances publiques en termes d'estimation du PIB ou en termes de recettes fiscales, mais qui contribuent quand même au bien-être des populations. Donc vous allez voir peut-être des statistiques du chômage ahurissantes pendant que les gens arrivent à survivre. Ça veut dire que certains qui opèrent dans l'informel sont considérés comme des chômeurs parce qu'ils n'ont pas de contrat de travail, ils n'ont pas de CNPS et tout. Oui. Mais par contre, au quotidien, avec les échanges, notamment des zones dynamiques des frontières, il y a des échanges qui ne sont pas captés, qu'on ne peut pas aussi juste interdire parce que ce n'est pas capté. On doit peut-être chercher à comment les estimer et maintenant voir comment on peut intégrer cela. Encore qu'il y a même un seuil, n'est-ce pas, de captation des recettes fiscales. C'est-à-dire que quand vous êtes quand même en deçà d'un certain montant, tel qu'on avait estimé, je crois que nous sommes à 70 000 par mois, en deçà desquels vraiment l'impôt n'est pas perçu en termes d'ILPP. Mais peut-être même proposer des modèles à ces gens-là, c'est-à-dire des modèles peut-être de non-fiscalisation lorsque les recettes sont faibles, mais de pouvoir ancrer ça dans des indicateurs économiques et de développement humain pour avoir des éléments de base d'analyse vraiment plus fiables. Quelle est la vision du MFC en ce qui concerne la politique monétaire dans l'espace camerounais? Merci pour la question qui est un aspect entier de notre plan du programme de gouvernance que nous avons présenté au Camerounais. Mais je voudrais, avant que de répondre à votre question, justement rebondir sur ce que vient de dire l'expert sur ce plateau. Et je l'écoute avec beaucoup d'attention parce qu'il dit des choses qui sont tout à fait logiques, cohérentes. Mais il a posé notamment dans son propos le problème et toutes les iniquités de des accords qui nous lient et qui nous font obligation d'utiliser le franc CFA, d'ailleurs en souhaitant d'ailleurs qu'on sorte de là. Et c'est de ce moment-là où je voulais rebondir en disant que la décision de sortir du franc CFA n'est pas une décision ordinaire, c'est une décision politique majeure. Je crois que le jour où nous sortirons de cette monnaie, nous aurons peut-être pris, depuis notre indépendance, la décision politique la plus importante, parce que c'est elle qui conditionne tout le reste. C'est elle qui conditionne beaucoup de choses. Tout à l'heure, on rappelait, et à juste titre d'ailleurs, que nos réserves sont déposées dans le trésor français et nous n'avons accès qu'à une seule partie, ce qui est une iniquité politique, mais bon, économique, parce que dans la mesure où voilà un pays qui, quels que soient les efforts qu'il fait, quelle que soit sa capacité à produire, quelle que soit sa production même, une fois qu'il a assuré une production, je sais pas, en banane, en macabo, en pétrole et que sais-je encore, eh bien, la richesse qui lui revient de droit, n'est-ce pas, est stockée dans le trésor d'un autre pays. Ce n'est même pas stocké à la Banque centrale, c'est stocké dans un trésor d'un autre pays. Et ça, forcément, c'est un problème. C'est-à-dire que cela, s'il faut voir les choses terre à terre, cela signifie que chaque fois que nous allons produire chez nous du plantain, nous allons produire de la banane, ce que ça dégage en termes de devises permet d'enrichir le trésor français. Je ne sais pas si les Camerounais comprennent ce que je veux dire. Ça dit que chaque fois qu'on est à Saint-Malimawa, en Gormapoubi, ou qu'on produit la banane, eh bien c'est la France que vous enrichissez. Parce que dès que vous allez produire des devises avec cette banane-là, ce qui sera produit sera stocké à 70%, de 65 à 70% dans le trésor français. Et ça, c'est une iniquité parce que ça veut dire que vous travaillez en fait pour d'autres. Et c'est lui qui voudra bien, en fonction de ses humeurs, voir ce qu'il vous donne et ce qu'il ne vous donne pas. Donc, à mon avis, c'est un grave problème. Au-delà du fait qu'un pays comme le Cameroun, qui dit être indépendant politiquement, économiquement, n'a pas de banque centrale. C'est-à-dire qu'on lui ampute un outil fondamental de régulation et d'oxygénation de son économie. Tout à l'heure, vous évoquiez Tchoujan Pouni, justement, ses écrits sont fort interprétés à ce propos, où il démontrait le rôle, justement, de la banque centrale dans les économies. Si vous avez une banque centrale que vous ne contrôlez pas, et donc, et que vous pouvez manager en fonction de vos intérêts ponctuels, conjoncturels, structurels, on vous ampute d'un très grand levier économique. Si on s'en tient aux chiffres qui ont été avancés par l'expert sur ce plateau, qui a dit que nous étions de 2 à 4% en termes de taux d'intérêt pour la BEAC, mais c'est terrible pour les économies.
Je me rappelle, il y a quelques années, la Banque européenne était descendue à 0,5 de taux d'intérêt. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y avait comme une volonté à stimuler, à financer l'économie. Alors que lorsque vous mettez pour un Camerounais, je ne sais pas, un taux d'intérêt, une banque commerciale camerounaise, un taux d'intérêt à 4%, mais vous l'asphyxiez. Vous l'asphyxiez. Et ça rejoint justement ce que tous les gens peuvent appeler la répression monétaire. Oui. C'est-à-dire qu'on fait tout pour que la monnaie ne joue pas son rôle dans l'économie. Lorsque des pays ont des banques centrales, ils sont capables de jouer sur la planche à billets. Non pas qu'il faut l'encourager, mais c'est au moins un levier qui permet, à un moment donné, lorsqu'un pays est face à une situation difficile, de financer l'économie à partir de ce que tous les gens peuvent appeler la monnaie vide, justement que la production permettra de remplir, pour reprendre ces termes. Donc vous voyez donc, lorsque on vous ampute cet instrument-là, et quand on dit que vous êtes indépendant, en fait, on se moque de vous tout simplement. Et ça, on ne dira pas autre chose, c'est une décision éminemment politique. Et ce sont les hommes politiques qui ont les coudées franches, qui ont la liberté de ton, qui ont la légitimité, qui peuvent décider un jour de ce que le Cameroun, notre cher et beau pays, devienne et son indépendance monétaire. Si nous avons des gens qui n'ont pas, pour toutes sortes de raisons, la marge de manœuvre nécessaire, qui sont liés, on ne sait pas par quoi, à la France, eh bien, on pourra toujours venir faire des belles analyses comme celles qu'on entend sur ce plateau. Ça ne changera absolument rien, parce que ceux qui doivent prendre des décisions n'ont pas la liberté de le faire. Je vais donc sur votre question qui est claire. Le MRC, la position du MRC depuis la campagne présidentielle 2018 est claire et sans embâche. Nous avons dit que nous sortirons du franc CFA de manière claire et nette. C'est dans notre programme. Le président Kamto l'a dit 1000 fois dans ses sorties médiatiques, notamment dans certaines émissions. Donc, pour nous, la question n'est pas de savoir. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est là où beaucoup de mythes, justement, s'envolent souvent, pour reprendre les thèmes de quelqu'un. On ne peut pas comprendre qu'un pays qui a autant de ressources naturelles, on lui vende le catastrophisme une fois qu'il sort. Parce que vous savez que les tenants du franc CFA, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que non, vraiment, nous avons une économie qui ne produit pas encore assez. Donc si nous sortons du franc CFA, nous allons dans un gouffre. Alors que, je reviens encore sur Jean Premier, dont j'apprécie beaucoup les écrits, dans Monnaie, Servitude, Liberté, il vous fait comprendre que la monnaie précède la production. Et non l'inverse. Donc ne venez pas vendre un pays comme le Cameroun le fait que, quand vous ne produisez rien, soit dit en passant, eh bien, vous sautez dans le vide et vous prenez tous les risques en sortant la monnaie. C'est faux. Il y a bien sûr un certain nombre de mesures qu'il faut prendre lorsqu'on veut battre monnaie, ça c'est clair, puisque c'est également du management et c'est la capacité pour une monnaie à pouvoir tenir avec le commerce international. Mais dès lors où vous avez des richesses, vous avez de l'or, vous avez des minerais, vous avez du pétrole, vous avez de quoi battre monnaie. Il faut juste assurer que les personnes qui sont en charge de cette monnaie-là, non seulement ont le background moral qu'il faut avoir, c'est aussi ça le problème, parce qu'une nation monétaire, c'est quand même quelque chose qu'on remet en les mains des êtres humains. Et donc, il faut avoir la capacité de trouver donc, des personnes qui peuvent le faire, il faut avoir la capacité de pouvoir, comment dire ça, repérer dans l'économie d'un pays comme le Cameroun des secteurs d'activité qu'on va financer pour que justement, une fois qu'on commence à battre monnaie, que ces secteurs-là puissent porter notre monnaie, puissent lui donner de la valeur. Parce que lorsque nous vendrons nos produits, lorsque nous exporterons, c'est notre monnaie que nous vendrons. Et donc, plus nous réussissons à produire, plus nous réussissons à faire en sorte que les devises Cameroun aient une valeur, plus mieux se portera notre monnaie. Donc, pour moi, la question est simple. Le MSC a demandé à sortir du franc CFA et nous avons dans notre programme de mesure expliqué les mécanismes, les étapes par lesquelles nous passerons pour sortir du franc CFA. Alors, allez, Medouka, insistons sur l'indicateur humain. Nous savons que justement dans des pays diversifiés, on fait des politiques de planification. Le dernier recensement général de la population de l'habitat remonte à 2005 au Cameroun, nous sommes aujourd'hui en 2023, ça fait déjà 18 ans. Est-ce qu'aujourd'hui on peut implémenter un ensemble de politiques publiques dans différents secteurs d'activité au Cameroun sans qu'il y ait un nouveau recensement général qui nous permette davantage de maîtriser le chiffre de la population, notamment dans les grandes métropoles politiques Yaoundé et économiques camerounaises, économiques à Douala? Effectivement, il faut, pour toute planification, une situation de référence. La situation de référence, c'est l'état des lieux, qu'il soit relatif aux personnes, aux biens ou aux potentialités. Et donc, forcément, pas seulement un recensement de la population, mais un recensement des productions, un recensement des bassins de production, un recensement des mines, qu'on ait une situation de référence qui soit claire
sur tous les paramètres qui vont être, on va dire, synchronisés pour atteindre l'objectif visé. Il y a simplement, comme vous parlez de cohérence dans la stratégie, une petite anecdote où j'étais très surpris, n'est-ce pas? J'ai eu à participer dans certaines sessions, comités d'examen des programmes et tout. Vous allez voir donc où la planification est là, quels sont les bassins qui sont identifiés, quelles sont les productions, qu'est-ce qu'on va faire dans 10 ans. Mais vous n'avez jamais le système éducatif qui est là, ne serait-ce que pour participer. Et souvent on dit ok, on a par exemple un programme, plan de développement de l'industrie ou d'industrialisation. Il faut bien que les universités soient là pour créer les filières, recruter les enseignants, afin que lorsque ces programmes seront faits, n'est-ce pas, il y ait la matière grise nécessaire à l'exploitation de ces tubes. Vous voyez, donc il y a vraiment cette désynchronisation entre la formation, cette dépéréquation entre la formation et les orientations stratégiques, de manière à être certain qu'à terme, à échéance, on a les ressources humaines compétentes pour le faire. Vous avez le cas du Mali qui a lancé il y a quelques jours l'école de guerre entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'il s'agit de former, parce que il faut peut-être remplacer maintenant qu'ils vont passer à l'autonomisation, à la limitation de certains accords. Il faut penser à former des managers qui vont pouvoir piloter, n'est-ce pas, les structures publiques ou privées qui seront mises en place afin d'être concurrentielles, en situation de concurrence sur les marchés internationaux. Vous avez le Maroc qui a une école de guerre économique où on forme, n'est-ce pas, sur les structures de management d'une entreprise, de pilotage des structures, sur un peu la capacité à gérer la communication, les cellules de crise. Il y a certains qui ont évoqué, n'est-ce pas, on parlait tout à l'heure de la notation du Cameroun, Oui. que bon, c'est un phénomène, on a baissé, on a remonté, on a baissé. Mais en fait, que non, c'était un signal qui a envoyé sur les 200 milliards qui a emprunté, de manière à ce que ceux qui sont prêts à acquérir les 200 milliards créent les conditions pour que les taux d'intérêt sur les 200 milliards soient élevés. Il faut pouvoir lire ces éléments, avoir des cellules de suivi et qui transmettent à la communauté des opérateurs ce type d'informations. Vous avez un élément peut-être comme la chambre de commerce qui aujourd'hui, je ne sais pas si elle existe encore, mais qui a perdu de son poids. Ou aujourd'hui c'est le GICAM qui fait même certaines études, mais il fait les études pour ses membres. Pour ses membres. La chambre de commerce doit la faire pour la communauté, de manière à orienter à la fois les formations, à la fois les secteurs de production, à la fois les bassins de production, faire des éléments synchronisés, parce que sans cohérence, sans une stratégie cohérente, avec tous les éléments disparates qu'il y a là, il va être difficile d'atteindre les objectifs ou de redresser la situation, si tant elle est vraie. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du PIB, mais le PIB n'est qu'un indicateur parmi d'autres. Il faut bien voir le recensement qui va faire les métiers, les formations, les profils de métiers. On a combien de médecins, on a combien de ceci, on a combien de cela, on a combien d'avocats, on a combien et même, à la limite, faire un peu, même au niveau des universités, ce qui se fait dans certaines grandes écoles. C'est-à-dire, vous allez prendre par exemple à l'école normale, Oui. où on recrute tout type de filières. Mais on sait qu'en philosophie, ils ne sont utilisés qu'en terminale. Donc il y a des années où on ne recrute pas les étudiants pour faire philosophie, parce que ça ne manque pas, comme par exemple les besoins en mathématiques qui sont jusqu'au village, ou bien les besoins en langue principale. Vous voyez? Et donc même dans les universités, il y a des filières, des facultés où vous avez par an 50 000 enfants pour faire la même chose, avec peut-être 2 à 3 débouchés. Hein? Je ne veux pas nommer les filières ici. Pour ne pas fausser les gens. Pour ne pas fausser les gens. Et je vais vous dire que dans le Bensekin, le métier, Bensekin, les petits métiers, les motos taximens, le secrétariat, les petits métiers là, c'est les filières là qui sont là. Après que les parents dépensent l'argent, parce que on se dit l'orientation doit même aujourd'hui être impérative.
C'est-à-dire que non, on dit que non, nous, on veut des gens en mathématiques, en technique, en agriculture. Donc, telle université, là, on dit vraiment l'année ci, il n'y a pas telle filière. Parce que dans 10 ans, on aura besoin, on ne doit pas aller chercher les chaudronniers à Madagascar comme on a fait pendant le pipeline, où une bonne partie des versements aux petits ouvriers est partie là-bas, alors que c'est supposé tourner sur place. Donc voilà un peu les éléments, c'est-à-dire chercher la cohérence, la synchronisation des politiques, de sorte que on fasse qu'il y ait les éléments de stratégie qui soient mis en place. Après recours, justement, on repose donc l'importance du système éducatif dans la formation de l'ensemble de progéniture scolaire et universitaire. Lorsque l'on voit justement la façon dont les masses populaires sont justement intégrées dans l'ensemble des filières où des parents sont davantage aujourd'hui influencés par la politique éducative qui est essentiellement coloniale, où on veut davantage que notre progéniture scolaire et académique devienne fonctionnaire ou bien agent de l'État, c'est-à-dire mouler dans la culture du gomme, alors qu'en réalité, il y a aujourd'hui des filières professionnalisantes qu'il faut véritablement valoriser de manière à pouvoir ne pas avoir plus tard un ensemble de déficits de personnel, notamment dans les différents barrages hydroélectriques. Parce que lorsque vous regardez Mimfele, Mekim ou bien Lompanga, entre autres, vous constatez qu'on a valorisé davantage le personnel humain, technique, extérieur, au détriment des locaux qui se sont davantage orientés vers les filières scientifiques et littéraires et autres. Vous faites bien de souligner cette contradiction qui est justement l'un des éléments qui montre que justement il n'y a pas une vision, j'allais même dire même pas à long terme, je dis même à moyen terme, parce qu'effectivement il y a une cohérence plus qu'évidente pour toute personne dotée de rationalité entre ce que veut faire un pays et la ressource humaine qu'il forme pour parvenir à ces objectifs-là. On ne peut pas dire qu'on veut faire du Cameroun un pays émergent et ne pas prendre en compte le fait que l'émergence, ça se construit, ça se bâtit sur la base d'un certain nombre de projets qui requièrent des compétences techniques. Si on fait le ratio, même si je n'ai pas les chiffres en tête, entre par exemple les étudiants qui sont dans les filières dites littéraires au Cameroun et ceux qui par exemple font Polytechnique, vous serez ahuri, parce qu'on ne sera pas dans les proportions de 1 sur 100, peut-être sera 1 pour 10 000. Alors que ce sont les filières techniques et technologiques qui permettent de lever, de faire décoller un pays. Et nous assistons donc en conséquence à ce que vous avez vous-même rappelé, c'est que pour tous nos projets importants pour lesquels nous sommes endettés lourdement, nous nous endettons pour que même la petite part de rémunération qui aurait pu aller dans les poches des Camerounais et lesquels devaient alimenter notre économie, même si c'est le secteur informel, et bien cette petite part de rémunération vont encore dans les poches des personnes qui sont des expatriés. C'est-à-dire que nous allons nous endetter pour faire un ouvrage, et donc il nous faudra rembourser dans 5 ans, dans 10 ans, que sais-je encore. Mais même les petits dividendes que nous aurions pu donner aux Camerounais pour qu'ils aillent acheter les béniches là-bas à Amsalam, pour qu'ils aillent investir au village, nous donnons ça encore des personnes qui sont des expatriés et qui demain vont plutôt enrichir leur pays. Lorsqu'on prend l'exemple des chaudronniers de Madagascar, c'est terrible. C'est terrible. Ça veut dire que voilà des gens qui estiment que il nous faut un ouvrage, mais qui n'ont pas pensé à l'avant le fait qu'il faudra tout faire pour que les Camerounais captent la partie au moins destinée à la rémunération. C'est un problème important. Rappelez-vous encore du scandale, je crois, c'est d'Olembe, où on a importé des blocs de fer, vous voyez. Alors que voilà des choses qui auraient pu permettre à tous nos jeunes qui sont oisifs, et parmi lesquels d'ailleurs il y a tous ceux qui sont allés faire des études, mais pas seulement, et qui auraient pu gagner des petits marchés là pour faire des parpaings, pour faire des blocs de béton, mais rien. Nous avons endetté le pays et nous sommes allés pour réaliser l'ouvrage, nous avons pris l'argent de l'endettement et nous avons confié aux Italiens. C'est-à-dire que c'est comme une sorte de cercle vicieux de bout en bout. Nous nous enrichissons, nous nous endettons, pardon, pour enrichir d'autres. Vous voyez qu'il n'y a aucune cohérence. C'est-à-dire, même quand on est plus économiste, vous posez la question de savoir, est-ce que ceux qui nous dirigent écoutent au moins les experts? C'est ça la question. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du rapport de ceux qui nous gouvernent avec la vérité scientifique. Parce que je ne suis pas sûr qu'un seul économiste comme puisse donner ce type de conseil en gouvernement. C'est-à-dire que allez vous endetter pour faire le truc de l'Olympe. D'ailleurs,
le choix même de l'investissement, il faut un peu le questionner, mais passons, il y avait la canne organisée. Nous devons faire un stade, nous nous endettons pour cela. Et pour construire le stade, nous allons encore remettre l'argent pris dans la dette à des entreprises étrangères. C'est-à-dire nous faisons un transfert de ressources de la Chine pour l'Italie. Et le Cameroun ne reste avec rien. Il y a de l'incohérence, c'est-à-dire nous nous endettons et nous ne profitons même pas de l'argent que nous avons eu à acquérir par cet endettement-là. Donc je crois qu'il y a un manque de cohérence. Pour revenir à votre question sur les ressources humaines, je crois que la logique dans laquelle nous sommes embarqués, c'est une logique d'un régime qui ne veut pas réformer le système éducatif et mettre davantage l'accent sur la dimension formation. Parce qu'il y a ce qui est traditionnel, j'allais dire. C'est-à-dire que nous avons un enfant qui est né aujourd'hui. Dans 3 ans, il ou elle ira à la maternelle. Ensuite, au primaire, il aura, comme on dit aujourd'hui, le CEP. Il ira au lycée. Au lieu que le gouvernement se dise qu'à partir du moment où l'enfant va au secondaire, c'est le moment de commencer à lui donner une mission au sein du pays. Si je prends l'exemple du MRC dans notre programme, nous avons pensé à mettre sur pied dans notre pays des lycées agricoles. Oui. On ne peut pas imaginer qu'un pays comme le Cameroun, qui est une chance, qui a l'agriculture comme chance, ne puisse pas avoir des enfants qui ont le baccalauréat et qui ont donc la capacité sur le plan agricole de pouvoir booster cette économie-là. Donc voilà, par exemple, une idée qui permet à un enfant qui, au lieu d'aller faire, je vais prendre la série que j'ai faite, pour ne pas dire que j'ai d'autres personnes, j'ai fait la série D. Si vous avez le baccalauréat D au Cameroun, vous avez fait 3 années de primaire, vous avez fait 6 années de primaire, ça vous fait 9 ans, et vous avez fait 7 ans de secondaire, ça vous fait 16 années. Après avoir fait 16 ans d'études, où votre père ou votre mère a investi chaque année, vous ne pouvez toujours rien faire pour votre pays. Vous ne pouvez rien faire pour vos parents, vous ne pouvez rien faire pour vous-même. Ça, c'est l'incohérence. Nous pensons au MRC qu'avec notamment l'idée d'un lycée agricole, un enfant qui, après son CEP, prend le cycle d'un lycée agricole, après 7 années d'études au secondaire et 16 années d'études en gros, il peut être utile pour son pays, pour ses parents et pour lui-même. Parce qu'il a une compétence technique qui fait que dans un pays agricole comme le Cameroun, il aura forcément un emploi et je veux dire qu'ils auront l'emploi, ceux qui le font, et il n'y aura pas de possibilité de chômage si on considère seulement que le Cameroun est un pays agricole. Donc, c'est cette mise en cohérence, d'une part, entre les objectifs qui sont les nôtres sur le plan économique et d'autre part, la ressource humaine qui nous permet, nous, Camerounais, de parvenir à cet objectif-là, qui permet de voir et de noter qu'il y a une cohérence entre ce que nous voulons faire et ce que nous disons vouloir faire et ce que nous faisons. Tant qu'il y aura ce décalage, cette sorte de, comment dire ça, d'incohérence entre ce que produit le système éducatif et de formation et ce que peut faire le Cameroun, nous ne sortirons pas de l'auberge. Nous continuerons à avoir des gens justement qui ont le baccalauréat D, des gens qui ont des licences en anthropologie, des gens qui ont des licences en droit, mais qui ne sont pas utiles ni à eux-mêmes, ni à leur famille, ni au pays. Et ce sera là, à mon avis, je finis par là, un problème fondamental sur le plan politique. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on gère un pays, là vraiment je parle avec le cœur, on ne peut pas dire qu'on gère un pays et prendre autant de générations pour leur vendre des mirages. Les parents qui nous écoutent doivent savoir aujourd'hui qu'un enfant qu'on laisse évoluer sans une logique d'employabilité, c'est un enfant qu'on prépare à être un chômeur demain, c'est un frustré qu'on prépare demain et pourquoi pas, malheureusement, c'est quelqu'un qui pourra faire des choix qui sont illicites. Donc c'est maintenant que les Camerounais doivent prendre conscience de ce que pour que notre pays se développe, il faut que nous capacitions nos jeunes frères, nos enfants à des métiers, à des compétences, à des spécialités qui leur permettent d'avoir une compétence technique pour que demain, ils puissent avoir affaire lorsque le pays s'engagera résolument dans la voie du développement. Tant que nous ne faisons pas ça, nous aurons des bureaucrates, nous aurons des baccalauréats, des licences, des doctorats même, mais ce sera pour faire l'intéressant à la maison. Le message est passé à tous les différents parents. Vous savez, nous sommes le 20 août 2023. Dans les prochaines semaines, les étudiants seront appelés à s'inscrire. Qui dans les instituts privés d'enseignement supérieur, qui dans les universités d'État. Il faut que les parents y pensent. Alors, allez, mais nous dites-nous. Ce sera la dernière question pour cette émission. Quelles sont les différentes réformes politiques, économiques, sociales et culturelles que l'on peut davantage implémenter de manière à sortir le Cameroun du marasme? C'est une position essentiellement globalisante. Je pense qu'au niveau du Cameroun, le temps des analyses est fini. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Parce que le diagnostic a été posé, c'est vrai. Il faut toujours actualiser en fonction
de la conjoncture, des évolutions, mais sur tous les aspects, on connaît déjà la nature du problème et des solutions ont déjà été proposées, qu'elles soient déjà prises par le gouvernement ou alors qu'elles restent encore en périphérie, c'est-à-dire exprimées par certains acteurs mais non encore prises en compte dans l'élaboration des politiques. Les situations sont connues et il faut maintenant passer à l'action en termes d'autonomisation, en termes de développement des compétences, comme on disait tantôt, en termes de choix stratégiques. Vous prenez un exemple. Il y a, quand vous étudiez un peu la stratégie politique du général de Gaulle, bon, du général de Gaulle, le français, c'est vraiment, il a tout fait pour l'intérêt des Français. Malheureusement, ça ne s'est pas toujours fait à l'intérêt des autres, puisque à l'époque nous étions français, donc c'était fait pour les intérêts des Français de la métropole. Je vous renvoie à un discours de Houphouët-Boigny, oui, lorsqu'il était ministre des colonies. C'était vraiment... Et donc, à ce niveau, quand vous voyez les pays africains avec leurs richesses et leur développement, vous allez comprendre que c'était une stratégie voulue par quelqu'un. Vous allez arriver, aujourd'hui on va vous dire que le Sénégal a le pétrole, le Sénégal a l'agriculture, le Sénégal a ceci. Mais à ce moment, la stratégie pour le Sénégal, c'était le tourisme. Au Cameroun, vous avez celle le pétrole, parfois même les mines, on ne va pas vous montrer. Hein. Dans la carte des mines, vous ne savez même pas que vous en avez, on dit comment vous faites l'agriculture. Ok, les autres, comme ils ne peuvent pas faire l'agriculture, ils font les mines. Les autres font ceci. Vous allez voir ça. Vous n'arrivez pas pour vous dire que non, vous, peut-être le Gabon, que non, eux c'est les mines. Ils font mine, machin, du bon, pétrole. Vous êtes à côté, vous avez du pétrole, donc vous dites que non, vous, c'est la culture seulement. Vous allez de l'autre côté à RCA, dit que non, vous avez le pétrole, mais vous donnez seulement, vous exploitez seulement le diamant et l'or. Vous allez au Mali, vous pouvez développer ceci, non. Vous faites simplement l'or et puis on vous donne à manger. Et donc il s'agit de revoir même nos stratégies, quel est notre intérêt. Et même parfois nous avons des choix des ministères qui se renvoient la balle. Et chacun gré en faveur de ses intérêts. Vous avez une zone qui est un grand bassin de production et qui en même temps a des minerais. Est-ce qu'on fait une réserve minière? Est-ce que c'est une réserve destinée à l'agriculture? Il faut pouvoir choisir. Certains vont vous dire que l'homme panga est un sacrifice économique énorme. Quand vous entendez la zone de Bétare, c'est l'or qui a rebâti une certaine ville. L'or de Bétare a rebâti une certaine ville avec le baron Husman. Et donc, on a fait le choix, il y a des zones où des richesses agricoles, des richesses en termes d'espèces sont disparues, des réserves d'or. On a fait le choix de faire le barrage par là-bas. Que ce soit un choix assumé, parce que forcément un choix, c'est abandonner certaines choses, mais que ce soit quand même pensé de manière globale. C'est-à-dire que ce n'est pas peut-être le ministère peut-être des travaux publics ou je ne sais pas de l'eau à son projet et puis le projet est validé sans que les autres aient mis en contrepartie ce qu'il y a à développer à ce niveau-là. Donc c'est véritablement une vision cohérente qui peut aussi se faire vraiment par la redynamisation et la responsabilisation comment on appelle le truc économique là. Ouais, du conseil économique et social. Que d'abord, s'il y a des travaux, des décisions, des orientations, et qu'elles soient publiques, lorsqu'elles existent, pour que chacun puisse s'en inspirer, que ça serve d'orientation. Mais aujourd'hui, un conseil économique qui est quasiment moribond. Vous avez vu l'actualité qui a défait la tonique ces dernières semaines, où l'on se préoccupait justement de l'achat de la résidence du président de cette institution, mais fondamentalement sur le plan économique, 40 ans après, bon, on ne voit pas, on a eu ce débat, et si vous étiez là,
la contribution notable du Conseil économique et social à la base des affaires de la République sur le plan économique. Là-bas, c'est peut-être aussi une question normative. Hein? C'est-à-dire que bon, le Conseil économique et social est supposé adresser ses rapports au président de la République. Peut-être qu'ils ne sont pas publics, peut-être qu'ils existent. Mais nous, on parle d'une institution qui a des rapports publics et sectoriels, où, n'est-ce pas, des investisseurs, tant nationaux qu'internationaux, peuvent s'abreuver pour voir des orientations, tant les universités peuvent également s'abreuver pour définir les filières de production, ou peut-être les propriétaires fonciers peuvent s'adresser, n'est-ce pas, pour voir vers quelle zone investir telle nature pour s'insérer dans le tissu de production locale. Donc moi aujourd'hui, je ne sais pas, l'outil est là, bon, avec encore quelques personnalités, puisque les dernières nominations doivent dater d'une trentaine d'années. Bon, il y en a qui sont encore là. Est-ce qu'ils dressent des rapports à leurs destinataires? On ne peut pas dire non, parce qu'on ne sait pas. Mais en fait, ça ne devrait pas être sa seule vocation. C'est-à-dire le produit de ces recherches doit pouvoir servir à la communauté nationale. Et peut-être là qu'on verrait qu'il y a un effort nécessaire de dynamisation, de redynamisation des acteurs et de l'instrument. Donc, voilà un peu à mon sens. Je crois que les études sont faites tout au moins en phase de lancement, définir quelque chose de cohérent et puis s'y lancer. Alors, Apollinaire Cour, quelles sont les réformes politiques, économiques, sociales et culturelles qu'il faut implémenter pour sortir le Cameroun du délabrement économique dans lequel il est englouti depuis ces dernières années? Les réformes politiques d'abord, c'est, comme nous l'avons dit, votre question est tout un programme politique, parce que ça touche à tous les secteurs. J'ai un peu embrayé sur ça quand je prenais la parole au début en disant que c'est le leadership qui est la condition première du reste. C'est-à-dire que c'est le leadership politique qui détermine la politique économique, la politique sociale, la politique culturelle, et j'en passe. Ça veut donc dire que la première réforme, c'est la prise par les Camerounais de leurs responsabilités. On peut tourner autour du pot si on veut, mais on peut aussi voir très bien que nous avons un problème. Si je m'en tiens à ce que nous avons ressassé dans cette émission, qu'il s'agisse de la volonté de lutter contre la corruption, notamment avec la mise en application de l'article 66, nous savons le décret de qui empêche avec beaucoup d'enthousiasme la non-application de cette disposition constitutionnelle. Si je prends, comme l'a dit et comme nous l'assumons comme position, la sortie de la monnaie néocoloniale qu'est le franc CFA, nous savons qu'il y a la décision politique. Il y a un accord de 74, je crois, qui dit comment on fait pour sortir du franc CFA. Ce n'est pas la sorcellerie. Il y a une personne qui a le levier politique pour le faire. Si la personne le fait, nous en sortirons. Si elle ne le fait pas, nous ne sortirons pas. Donc vous voyez donc que la première des réformes, c'est une réforme politique. Le Cameroun doit enfin, depuis son accession à l'indépendance, se doter des responsables politiques que le peuple a désignés. Se doter des responsables politiques qui doivent rendre des comptes au peuple parce que le pouvoir vient du peuple. Si vous avez, comme les deux régimes que nous avons déjà eu, des personnes qui arrivent au pouvoir alors qu'elles n'ont pas été mandatées par le peuple, il faut rappeler comment est arrivé au pouvoir M. Amadou Ahidjo. Il faut rappeler comment est arrivé au pouvoir M. Paul Biya, qui n'a jamais été élu en 82 par qui que ce soit. Vous comprenez donc que le lien ombilical, viscéral, le lien de dépendance politique avec le peuple n'existe pas pour ce régime. Parce qu'il est arrivé au pouvoir par des manières et des mécanismes autres que la légitimité démocratique. Il faut donc commencer par là, Serge Aimé Bikoy. Une fois qu'on aura réalisé cela, le reste découlera. On pourra désormais, dans un pays comme celui-ci, entendre la voix de l'expert en économie, en sciences sociales, en finance, en médecine, en pont et chaussée, écouter l'expert et l'entendre, parce qu'on n'aura pas les contraintes liées à toutes sortes d'engagements obscurs qu'on a vis-à-vis des pays extérieurs. Donc, ce n'est que parce qu'on a la liberté politique, qu'on a la légitimité démocratique, qu'on peut écouter l'expert et l'entendre. On disait tout à l'heure que les idées au Cameroun ne manquent pas, les textes ne manquent pas, c'est la volonté ou la capacité des uns des autres à les appliquer qui manque, et qui manque depuis 41 années. Donc, le moment est venu pour les Camerounais de prendre la responsabilité. Je finirai mon propos en disant, donc la réponse à votre question est claire, c'est la politique qui tient le reste. Donc quand on aura fait le ménage politique sur le plan politique, avec une alternance politique pacifique, nous pourrons faire le reste.
Maintenant, je finis en disant que nous savons tous ici, je ne fais que le rappeler, que nous avons un compatriote qui est président d'un parti politique et président de la République, qui a dit voulu être dans un, je crois, dans une interview, il disait qu'il veut que l'histoire, dans l'histoire, il veut apparaître comme l'homme qui a apporté à notre pays deux choses, la démocratie et la prospérité. Oui. Pour la démocratie, je crois que le débat est clos avec tout ce que nous avons comme assassinat de journalistes, Ouazizi, Zogo, avec les opposants qui sont en prison par centaines, avec le code électoral qui refuse, sur lequel le régime s'agrippe pour pouvoir continuer à, entre guillemets, gagner les élections en mettant Elekam sous sa bourse, avec comment dire ça, les arrestations, avec tout ce qu'il y a comme injustice sociale. Je crois que sur le plan politique, le débat est clos, on ne va pas l'ouvrir ici. Sur le plan économique ou alors de la prospérité, nous avons effleuré aujourd'hui quelques questions qui montrent très bien que là également, tout est à refaire et que nous n'avons même pas, au moment où nous parlons, les leviers fondamentaux pour pouvoir mener une économie de prospérité. Et donc, là aussi, le débat est clos. Je crois que quand la personne se souviendra de ce communiqué ou de cette interview, elle comprendra que ni l'un ni l'autre n'ont réussi et que la seule chose qu'il lui reste à faire, c'est de remercier le peuple camerounais et de se reposer, comme il a dit il n'y a pas quelques temps, aller se reposer en Vomaka pour devenir le sage de la nation qu'on pourra consulter de temps en temps, mais que pour ce qui est de son apport, qu'il s'agisse de démocratie, de prospérité, le débat est clos. Il est temps pour le Cameroun et les Camerounais de passer à autre chose. Merci Dr Apollinaire Cour, merci Alain Mendoura d'avoir participé à cette émission. La rediffusion est prévue ce lundi 22 août 2023 entre 22h et minuit, mesdames et messieurs, les 12h à Yaoundé. Bonjour à toute la République. Wow, il est 12h.